Bonsoir tout le monde. Mesdames et messieurs, au nom de la Ville Saguenay et de Madame la mairesse Josée Néron, bienvenue à la séance d'information pour la saison de pêche 2018 à Saguenay. Je me présente, Martin Harvey, nouvellement élu du district 15. C'est moi qui suis le responsable du dossier de la pêche blanche. Quand ils me l'ont fait, ils m'ont dit, le monde, ça participe beaucoup, ça écoute, puis en place, ils comprennent vite. Fait que je l'ai pris, j'ai dit, m'avoir du plaisir avec ça. Je voudrais vous présenter mes confrères. Monsieur Éric Simard, président de l'arrondissement. Monsieur Renald Simard, conseiller. Comme vous pouvez le voir, pour Ville Saguenay, la sécurité est très importante pour la continuité et le développement de l'activité de la pêche blanche. Nous devrons apprendre à travailler avec les contraintes des changements climatiques et notre système de marée. Pour ces raisons, nous devrons être évolutifs, constants, pour pouvoir pratiquer en sécurité l'activité de la pêche blanche. Ce soir, lors de la présentation, il y aura quelques changements qui ne nous font pas réellement plaisir, mais qui nous permettra d'assurer la sécurité des sites. Nous vous confions que le présent Conseil est pris au fait avec des décisions prises par l'ancienne gouverne. Les décisions que nous allons vous parler ce soir, les gens de l'ancien Conseil le savaient depuis le mois de mars. Et on ne sait pas pourquoi, mais c'est nous qui héritons de la problématique et c'est nous qui devons vous informer des nouvelles, pour certaines qui vont être très bonnes et pour d'autres peut-être un petit peu plus déplaisantes. Mais soyez assurés que tous les fonctionnaires ici ce soir, là, ils n'ont rien à voir avec les décisions que l'ancien système politique ont pris et eux sont là pour s'assurer de la sécurité et s'assurer que les sites de pêche blanche soient sécuritaires pour tout le monde. Nous souhaitons vous dire que le conseil d'arrondissement de la baie surveille de très près les orientations et que nous allons apporter l'aide nécessaire pour l'amélioration de l'activité tout en s'assurant d'un suivi continuel avec l'activité, avec les organismes en place tels que Contact Nature. Les élus en place veilleront à ce qu'une telle situation ne se reproduise plus et que les informations soient divulguées le plus rapidement possible dans l'avenir. La sécurité est en constante évolution de façon positive et des suivis périodiques seront mis en place. Dès la fin de l'année, un post-mortem sera réalisé pour définir les orientations dès 2019. En terminant, soyez assurés de toute la collaboration de l'arrondissement de la baie pour que la saison de la pêche blanche soit une réussite en 2018. Merci et bonne soirée. Vous savez, on va commencer avec les diapositives, l'activité sur les glaces. Le rôle de la Ville, c'est assurer la sécurité des usagers et leurs biens sur les glaces, assurer la pérennité des activités sur les glaces, protéger et valoriser notre milieu naturel, développer et promouvoir le plein potentiel des activités hivernales sur les glaces, démontrer les avantages de travailler en équipe. Bonne soirée. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, juste vous dire, Contact Nature, pour ceux qui ne savent pas, on est une OBNL, donc un organisme à but non lucratif, qui a pour mission la protection et la mise en valeur du corridor de la rivière à Mars. Depuis 2014, nous, on s'occupe de la gestion des villages de pêche blanche. Donc, on est mandaté par la Ville de Saguenay et on tient vraiment à le faire en respectant nos valeurs. Et de plus en plus, on travaille. Maintenant, on va faire notre 3e année. On veut travailler pour vraiment collaborer avec vous, collaborer avec la municipalité, avec les pourvoyeurs. Nous, notre mandat, c'est vraiment, comme c'est écrit ici, de faire l'opération des sites, s'assurer que les règlements soient respectés, s'assurer que la sécurité soit maintenue et à faire des activités d'animation. Et aussi, on se donne comme mission de promouvoir cette activité et de s'assurer qu'elle puisse perdurer dans le temps.
Tout le monde ici ensemble, on est tous des passionnés de pêche blanche. Diane, vous la connaissez depuis le début. Moi, je suis un amateur de pêche blanche aussi. Puis on a tout intérêt à travailler ensemble. Et plus tard, durant la soirée, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour s'assurer que tout le monde ici, on puisse travailler ensemble pour maintenir cette activité, mais tout en respectant et en s'assurant de la sécurité. Donc voilà ce que j'avais à dire pour le moment. Merci. Amis pêcheurs, amis pêcheuses, bonsoir. Alors, encore une fois, cette année, vous aurez la chance de vous prévaloir à la prévente. On va faire une prévente qui se tiendra au pavillon des croisières. Et la date cette année sera le 9 décembre pour les gens de Grande-Bay, les utilisateurs de Grande-Bay. Pour le site de L'Anse-à-Benjamin, ce sera le lendemain, le 10 décembre. Alors, c'est bien important. Les portes ouvriront dès 6 heures, histoire de vous garder bien au chaud. Les inscriptions se tiendront, quant à elles, de 8 heures à 16 heures. Alors, c'est bien important de vous présenter à la bonne journée pour pouvoir vous prévaloir de votre location. Là. Seulement les gens de Grande-Bay pour samedi et les gens de L'Anse-à-Benjamin pour dimanche. C'est bien important de respecter ceci. Pour ce qui est de la prévente, la procédure, en fait, dès votre arrivée, il y aura quelqu'un sur place qui va vous donner un coupon, histoire de garder votre priorité. Alors, vous allez voir, c'est bien monté pour que chacun puisse justement garder sa priorité. Il va y avoir des couloirs d'installer pour éviter là, tout mauvais gens mal attentionnés. Alors, vous allez recevoir un coupon. Ensuite, une fois les portes ouvertes, vous allez voir à l'intérieur, il y aura la visualisation des tableaux qui seront sur des grands tableaux. Et par la suite, lorsqu'on nommera votre numéro, vous serez appelé à l'avant à venir faire le choix de votre emplacement. Alors, il y aura un maximum de 2 emplacements au total, incluant celui qu'on prend, tous sites confondus. Alors, par la suite, une fois votre papier d'enregistrement complété, il y aura le paiement et la réception des vignettes, c'est-à-dire la vignette de la cabane et la vignette correspondante avec le véhicule. Pour ce qui est de la tarification, ça n'a pas changé. Alors, le prix pour une location d'un emplacement est de 85 $ plus taxes, c'est-à-dire un montant de 97,73 $. Ceci inclut une passe pour la voiture. Les modes de paiement acceptés seront en argent comptant ou par paiement direct seulement. Alors, il n'y a pas de chèque, pas de carte de crédit, s'il vous plaît. Alors, le prix pour une passe saisonnière pour un véhicule n'a pas changé lui non plus, 20 $ taxes incluses. Le prix pour une passe journalière pour le véhicule routier est de 5 $ taxes incluses. Notez bien, encore cette année, le passage est gratuit pour les gens qui passeront à pied, à motoneige ou en VTT. Pour ce qui est de la procuration, alors les gens présents à la prévente pourront louer au maximum 2 emplacements, incluant le leur, tous sites confondus. Ils pourront réserver des emplacements pour des proches à condition d'avoir en main les formulaires de procuration dûment remplis et signés avec tous les renseignements demandés, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, permis de conduire, courriel, dimension de la cabane. Bien, ça va être bien important, ça aussi. Cependant, il sera obligatoire pour que cette procuration soit valide de venir faire étamper cette dite procuration au bureau de Contact Nature. Et ça, le bureau de Contact Nature se situe dans l'édifice du Vieux Théâtre. Et ça, il va falloir le faire avant la prévente. Alors, heure de tombée, vendredi 8 décembre, 16h30. Et par la suite, le paiement pour chaque emplacement devra se faire au moment des dites réservations. En cas d'absence, les gens intéressés à réserver un emplacement après la prévente pourront se présenter à nos bureaux situés encore là au Vieux Théâtre, 300 boulevard Grande-Bay-Sud, du lundi au vendredi de 9h à 16h. Et lorsque les sites seront ouverts, les inscriptions se feront seulement à partir des bureaux d'accueil de chacun des sites. Alors sur ça, bonne saison. Et à la fin, si vous avez des questions, je serai à l'arrière si vous avez des questions d'ordre personnel ou des choses qu'on peut vous aider, on sera à l'arrière avec quelqu'un de la ville de Saguenay. Merci, bonne saison à tous et on se revoit bientôt. Rebonsoir.
Alors, ça, c'est une nouveauté cette année. Donc, comme je vous ai dit, on veut vraiment travailler avec l'ensemble des utilisateurs. Et d'entrée de jeu, M. Harvey a dit qu'effectivement, il va y avoir... la pêche blanche va toujours être en adaptation pour la sécurité, le climat. Et dans le souci de travailler ensemble, cette année, on a décidé, en nouveauté, d'organiser un comité pêche. Comité pêche blanche qui se veut composé d'utilisateurs, de pourvoyeurs, de commerçants, pour vraiment qu'on puisse faire un comité de travail pour ensemble regarder la situation, réfléchir ensemble, trouver des solutions, travailler en équipe pour après ça continuer à ce que l'activité perdure dans le temps puis puisse satisfaire à tout le monde. Donc, ce comité-là, ça va être un comité, comme je l'ai dit, de travail. La composition va être de 3 à 4 utilisateurs. Et après ça, dans ce comité-là, il va aussi y avoir un administrateur de Contact Nature, donc quelqu'un du conseil d'administration de Contact Nature, et des membres de l'équipe, donc Diane et moi. Et possiblement, à l'occasion, il pourrait y avoir, par exemple, des conseillers municipaux qui pourront venir ou des conseillers, des fonctionnaires qui pourront venir aussi. Donc, pour ceux que ça l'intéresse, à la fin de la rencontre, il y a Diane et Martin Lavoie qui vont être en arrière pour répondre à vos questions. Mais si vous êtes intéressé à participer ou à prendre part à ce comité-là, on vous invite tout de suite à laisser votre nom. Nous, on va laisser le temps aux gens de pouvoir déposer leur candidature, si je peux me permettre de le dire. Et après ça, nous, on va faire pour cette année, pour accélérer les choses, un tirage au sort qui va permettre de sélectionner les 3 ou 4 membres selon les gens qui sont intéressés. Et assez rapidement, on va faire une rencontre, on va vous interpeller à venir nous rencontrer, à vous asseoir avec nous pour qu'on puisse travailler ensemble. Et votre rôle, ça va être de représenter les utilisateurs, de pouvoir être une voie de communication pour exprimer les préoccupations que vous avez, pour donner vos idées et pour que vraiment on ait une gestion participative de la pêche blanche. Parce que pour nous, Contact Nature, on a vraiment une vision qu'il y a un sentiment d'appartenance à l'ensemble de la communauté et il n'y a pas meilleur moyen que de vous inviter à vous asseoir avec nous puis vous donner les moyens de communiquer pour se rendre le plus accessible possible. Bon, après ça, je voulais vous dire aussi, parler de la pêche blanche. Vous savez, on entend souvent parler de la montée de sébasse qui s'en vient. La pêche blanche, c'est une activité qui est plaisante pour le social, mais aussi quand il y a la ressource. Et donc, pour nous, dans une perspective, encore une fois, de développement durable, c'est important qu'on protège la ressource, qu'on y pense, et c'est le rôle, entre autres, un des rôles de nos techniciens des glaces. Donc, les techniciens des glaces, qui sont des employés de Contact Nature, vont patrouiller les sites, d'une part, pour s'assurer au bon déroulement de la pêche, donc pour s'assurer que tout est correct. Si jamais il y aurait des gens qui ne connaissent pas les réglementations, qui ne connaissent pas les poissons, sont là pour répondre à vos questions sur les quotas et tout ça, pour s'assurer que tout le monde soit mais respecte les règlements. Et aussi, leur rôle, ça va être un peu de s'assurer de collaborer avec les agents de pêche fédéraux et provinciaux et de participer à l'application des règlements généraux. Donc, les gens que vous voyez qui sont en skidoo, en véhicule, tout habillés en orange, c'est eux les techniciens des glaces. C'est difficile de ne pas les voir. Vous allez voir, c'est des gens qui sont très sociables, qui aiment beaucoup leur travail. Et je vous invite à aller les voir si vous avez des questions. Infosport, mais juste vous dire que, à chaque année, il y a des activités que Contact Nature organise avec différents partenaires. Entre autres, il y a l'anneau de glace et les patinoires avec cabane chauffée. Encore cette année, il va y avoir les blocs de neige donc pour les sculptures. Donc, ceux qui sont intéressés à avoir des blocs de neige, comme à chaque année, il y a un numéro, vous pouvez appeler et ça va être directement livré à votre cabane. Carnaval, donc à chaque année, il y a un carnaval des glaces. Et cette année, je sais qu'auparavant, il y avait un carnaval pour chaque site. Cette année, on va vraiment travailler à ce qu'il y ait une activité qui ne soit pas exactement le carnaval des glaces, mais une activité pour chaque site pour que tout le monde puisse profiter d'une activité d'animation. Feux d'artifice aussi, cette année, ça va revenir. Traîneaux à chiens, ils vont être là. Et aussi le Freestyle Attraction, qui est un festival de kite qui a lieu toujours au mois de mars, mis à part l'an passé, où que malheureusement, il a plu. Et enfin, vous connaissez, on récupère, sur la baie, on récupère, qui est organisé et orchestré par nos collègues de Zip Saguenay-Charlevoix, qui ne pouvaient pas être ici ce soir. Mais je le présente pour eux. En fait, Zip Saguenay-Charlevoix, c'est eux la fin de semaine qui vont passer pour promouvoir tout ce qui est recyclage. Donc, ils vont vous donner des conseils, mais aussi faciliter
tous les éléments à ce niveau-là, parce que c'est important qu'on garde les sites propres. Ça fait partie aussi du mandat que nous avons et que la Ville a de s'assurer qu'une fois que les villages sont vidés, mais que ça soit propre, parce que ça va dans notre eau, dans l'océan par la suite. Donc voilà, ça fait le tour pour moi. Merci. Alors, d'entrée de jeu, ce n'est pas une diapositive qu'on a à l'écran, mais c'est une information pertinente que j'ai à vous communiquer concernant les douches. Peut-être moins pour les gens qui sont du secteur, mais ce que je veux vous dire, et ce n'était pas su l'année dernière, il y a une entente qui a été passée avec le Centre multisport de la Baie. Et si éventuellement il y a quelqu'un qui veut avoir l'opportunité de prendre sa douche, il y a possibilité de le faire au coût de 5 $ la fois ou encore de prendre une carte de membre du Centre multisport au coût de 20 $ et vous aurez l'opportunité d'utiliser les douches autant de fois que vous le voudrez durant la période hivernale. Donc, n'hésitez pas à le dire aux pêcheurs qui viennent de l'extérieur ou même pour ceux qui sont ici et qui ne veulent pas se rendre à la maison et qui peuvent le faire. Il y a des taux préférentiels également qui sont offerts aux étudiants. Ça, c'était la première information que je voulais vous communiquer. Pour ce qui est de la saison de pêche, au niveau de la date d'ouverture de la pêche aux poissons de fond, la date d'ouverture de la pêche aux poissons de fond sera connue en décembre. Généralement, par contre, on a une bonne idée de cette date-là. La plupart du temps, ça va au lendemain de l'activité organisée par Promotion Pêche. Je ne vous donne pas la date cette année, mais vous connaissez la date. Ça devrait être aux alentours de ça cette année. Au niveau du suivi de pêche, qu'est-ce que c'est que le suivi de pêche? C'est le nombre de jours de collecte de données sera dévoilé en même temps. C'est que depuis 20 ans, en collaboration avec l'Institut Maurice Lamontagne, on collige des données. Il y a des pêcheurs qui sont des collaborateurs de la municipalité, qui sont identifiés et qui, durant tout l'hiver, remplissent des rapports statistiques sur les prises. Et à quoi ça sert tout ça? Bien, ça sert évidemment à établir des tendances. Tout ça dans le but d'assurer la pérennité de la ressource. Donc, voilà pour ce qui est du suivi de pêche. On peut passer à la diapo suivante. Les accès. C'est quelque chose qui nous est demandé depuis longtemps, qu'on a regardé avec attention cette année. Les accès principaux au village de pêche seront fermés à toute circulation jusqu'à l'ouverture officielle des sites. Mais le changement qu'il y a cette année, c'est lorsqu'une épaisseur de glace effective de 10 pouces et non 12 pouces, lorsque nous aurons 10 pouces cette année, 2 accès secondaires seront ouverts pour les piétons, les VTT et les motoneiges. On parle pour le secteur Grande-Baie de l'accès situé derrière le commerce, l'accommodation des 21 et pour le secteur L'Anse à Benjamin de celui qui est situé devant la cantine Boivin. Aucune cabane ne pourra être installée à l'ouverture de ces accès, évidemment. Seulement les abris temporaires seront tolérés. Et quand on parle de VTT, on parle évidemment de côte à côte, de motoneige et de 4 roues. Il y aura des butées qui seront installées pour ne laisser passer que les véhicules concernés. Donc ça, c'est une nouveauté que nous avons cette année. Prenez note cependant qu'un abri temporaire, ce n'est pas un abri qui passe la nuit là et qui reste là jusqu'au lendemain. L'abri doit être enlevé tous les jours et ça, c'est important. Au niveau des zones de pêche, maintenant. Cette carte-là, Marie-Hélène vous en a parlé tout à l'heure, on la retrouve dans le petit guide de sécurité. Ce que je dois vous mentionner, et la plupart d'entre vous le savez, mais on se rappelle les consignes, ce qui est en rouge, évidemment, c'est des endroits qui sont interdits. La bordure rouge centrale, vous comprendrez bien ici qu'il s'agit du chenal, donc le chenal qui est utilisé par les bateaux, très dangereux. Les zones de marnage, c'est les zones qui sont touchées par la marée. Sur la carte, vous voyez tout le tour en rouge, une petite bordure. Alors ça, ce sont les zones de marnage, là où finalement la glace se brise lors de la montée et de la descente des eaux. Donc ça, c'est également des lieux qui sont interdits. Il y a également les deltas. Ça, c'est les zones où les cours d'eau se jettent. On peut voir là où la rivière à A et la rivière à Mars se jettent. On a des zones qu'on appelle des zones delta où l'accès est interdit. Et vous trouvez en vert, évidemment, les zones des villages. Pour ce qui est du jaune, écoutez, ça, c'est à vos risques et périls. On ne dit pas que c'est des endroits qui sont nécessairement dangereux, mais ce sont des endroits où il n'y a pas de relevé d'épaisseur des glaces qui sont prises. Donc, évidemment, on ne peut pas garantir la sécurité des usagers si on se présente dans ces zones-là qui sont jaunes. Si vous vous demandez maintenant quels sont les petits chiffres qu'on voit en bordure des zones rouges, ce sont des coordonnées GPS qui nous permettent évidemment d'assurer la localisation des villages et qui vous permettent à vous, pêcheurs qui sont munis de GPS, de voir justement la limite à ne pas franchir pour rester en sécurité. C'est grosso modo ce que j'avais à vous dire sur les zones de pêche. Les abris temporaires. Un abri temporaire est défini comme étant un abri, une installation ponctuelle sur la glace permettant, pour une période quotidienne, d'abriter des objets et des humains qui exercent l'activité de la pêche. Cet abri est conçu d'une structure flexible ou télescopique, recouverte d'une toile pouvant être démontable et facilement transportable, ou d'une structure rigide légère recouverte de polyéthylène, d'une toile ou d'un autre revêtement souple ou rigide pouvant être déplacé
par traction humaine. On s'entend, là, si c'est un abri temporaire, que ça prend Hugo Girard pour la traîner, là, ça ne marche pas. Ou une motoneige, il faut que ce soit une traction humaine, si possible. La portion traction humaine doit être interprétée comme étant le déplacement d'un objet par la seule force musculaire d'une personne. On le définit bien dans la réglementation qui est en vigueur. Maintenant, quand et comment percer des trous, ça c'est quelque chose avec lequel on a bien de la difficulté à l'ouverture de chaque saison. Pour respecter vos voisins, veuillez éviter d'inonder les emplacements entourant le vôtre lorsque vous percez un trou pour la pêche. Et là, j'insiste, il est fortement, très fortement recommandé d'attendre 24 heures après l'installation de votre cabane pour percer un trou, parce qu'évidemment, lors de l'embarquement, il y a beaucoup de mouvements sur les vagues, et même lorsqu'on fait un baigne, on a eu plusieurs cas d'inondation de secteur l'année dernière, donc on vous demande de respecter cela, s'il vous plaît, 24 heures après l'installation de votre cabane pour percer un trou. Si les cabanes ne sont pas installées à l'ouverture de la pêche, donc c'est-à-dire que si la pêche ouvre avant l'aménagement des villages, il est demandé, évidemment, ça va de soi, de ne pas faire de trous dans les rues des villages ou à l'emplacement des cabanes. Il est préférable d'opter pour des zones d'animation, par exemple, dans la zone de ski cerf-volant, ou d'aller entre les rues. Il n'y aura plus de toilettes en bois sur le site. Sur les sites de pêche blanche de l'arrondissement de la Baie cette année, ce seront des toilettes chimiques et l'objectif de ce changement est évidemment de pouvoir traiter le contenu des matières résiduelles des toilettes au niveau environnemental. Donc, les gens avaient quelquefois l'habitude de jeter le contenu de leur propre toilette ou de jeter le contenu de leur poubelle dans la toilette, ce qui n'était pas grave par le passé, mais ce qui va être très grave à compter de cette année, parce que si je me ramasse avec des sacs, le contenu de vos toilettes, par exemple, ou le contenu de vos poubelles, des serviettes hygiéniques ou des tampons à l'intérieur des toilettes chimiques, je ne pourrai pas en traiter le contenu. Donc, bien important, il y aura donc des poubelles 45 gallons d'aménager à côté de chacune des poubelles, pas des poubelles, mais des toilettes, pardon. Inquiétez-vous pas, là, on va mettre un poids à l'intérieur pour pas qu'elles partent au vent. Il va y avoir des couverts par-dessus ces poubelles-là et vous aurez la permission, évidemment, de jeter le contenu de vos propres toilettes ou de vos poubelles ou toute matière résiduelle à l'intérieur de ces poubelles qui seront aménagées à l'extérieur des toilettes. Il y aura également à l'intérieur des toilettes des petites poubelles pour récupérer, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les serviettes hygiéniques ou encore les tampons. Tout ça, évidemment, dans un souci environnemental. C'est ce qui complète la portion de ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Bonsoir tout le monde. En fait, le volet plus technique de la présentation de ce soir est basé sur les travaux du comité Pêche blanche qui se réunit plusieurs fois par année. Également sur l'expérience d'environ une vingtaine d'années, plus particulièrement sur les 5-6 dernières où la Ville a pris un peu plus de contrôle sur l'activité hivernale sur les glaces, mais également des nouveaux intrants qu'on a connus l'an passé, en 2017. Alors, cette année, comme par le passé, la Ville, avant l'embarquement, va prendre en charge le processus de vérification de la qualité de la glace, l'implantation des champs de glace, l'installation de la signalisation et des bornes de lotissement pour délimiter les lots, mais également le déneigement des sites. Il n'y a pas de modification par rapport aux années passées. Au niveau de la responsabilité des professionnels, il y a une firme d'ingénierie qui sera sélectionnée encore cette année dans le but d'assurer le respect des normes imposées par la Ville au niveau de l'épaisseur de la glace, de sa qualité, mais aussi au niveau du suivi, des exigences techniques recommandées par la Ville au préalable, ça veut dire avant l'embarquement, puis tout au long de la saison également. Auparavant, on avait 2 mandataires au niveau technique. Il y en avait un qui s'occupait du suivi de l'épaisseur de la glace, que ce soit par des blocs ou encore des relevés, des sondages par microforage. Puis il y en avait un autre qui avait comme mandat, lui, de scanner, de faire un genre de mapping avec son sonar. C'était Hydrométéo. Cette année, il n'y aura qu'un seul professionnel qui sera mandaté. La soumission est en cours présentement. On s'attend d'adjuger le contrat prochainement. Puis l'un ou l'autre des 2 soumissionnaires, ou l'ensemble des firmes est invité à soumissionner, mais celui qui soumissionnera pour être soumissionnaire principal devra s'adjoindre des services de l'eau. Mais on va faire exactement ce qu'on a fait l'année passée, ce qui nous donnait une multitude de points pour confirmer l'épaisseur de la glace conformément au guide. Concernant le processus de vérification de la qualité de la glace, je l'ai dit, on fait des vérifications pendant la préparation des champs de glace. On va en faire aussi pendant toute la durée opération. On poursuit la cartographie avec les radars IPS, Hydrométéo pour ne pas le nommer. On va continuer de faire des sondages puis des microforages. On va prélever des blocs à l'acier. On va faire le suivi de la fissuration et des déformations sur la glace pendant l'activité. On va également moduler cette année les limitations en fonction de l'évolution de la capacité portante de la glace. Puis la Ville de Saguenay cédera finalement les sites de pêche blanche aménagés à Contact Nature Rivière-à-Mars lorsque l'épaisseur minimale sera, comme par le passé, de 12 pouces effectifs. Ça veut dire 30 cm. Mais également seulement quand les villages seront déneigés.
Un petit rappel concernant la notion de glace effective. Vous savez, il y a 3 types de glace. Quand on fait des blocs à l'acier, on prélève pas des carottes, mais plutôt des blocs. Il y a une glace noire qu'on appelle, c'est la glace qui est complètement translucide, au travers de laquelle on peut distinguer ma main. Cette glace-là, si on la mesure 8 pouces, elle compte pour 8 pouces dans le calcul de l'épaisseur totale effective. Pour ce qui est de la glace grise, qui est une glace un peu plus trouble, dans laquelle on voit des bulles d'air, mais on discerne quand même un élément au travers, cette épaisseur-là mesurée sera multipliée par 75 % de son épaisseur. Puis concernant la glace qui est plus opaque, la glace blanche, qui est souvent composée de neige compactée ou durcie, gelée, on va considérer cette épaisseur-là comme étant valable pour 50 % de son épaisseur. Fait que la glace effective, c'est vraiment la sommation de ces 3 couches-là. Au niveau de la cartographie, les cartographies, ça nous permet d'apprécier la qualité de la glace puis l'épaisseur effective. Les travaux de cartographie sont réalisés, je l'ai dit, par des professionnels. Ça nous fournit une couverture radar avec près de 56 000 points de mesure d'épaisseur de la glace. On vient ensuite calibrer ces épaisseurs-là avec 200 sondages par microforage. Puis évidemment, tout ça permet de déceler, oui, les secteurs de plus faible capacité portante, mais surtout de permettre un embarquement progressif afin d'accélérer l'embarquement. On a un exemple de cartographie. Okay. Si vous regardez à droite, là, vous ne le voyez peut-être pas, vous ne lisez pas du moins. C'est une journée typique, là, le 14 janvier 2014. C'est le site de l'Anse à Benjamin puis de l'Anse à Philippe. Regardez la légende de couleur. Ça passe du rouge. Ceux qui sont capables de lire, il y a à peu près 20 cm pour ce qui est représenté en rouge foncé, alors que le bleu, complètement au bas de l'échelle, au bas du spectre de couleur, on voit des épaisseurs de 16 pouces. Je ne pointerai pas une rue en particulier, mais peu importe celle que vous choisirez de regarder, sur une même rue, ce qu'on voit, c'est que les épaisseurs sont très, très variables. Pour une même rue, on peut passer de 8 pouces dans le rouge à 16 pouces dans le bleu. C'est pour ça que les radars IPS, comme ça, avec le sondage, le grand mapping qu'on fait, ça nous montre vraiment l'épaisseur de la glace. Pas dans le but de limiter l'embarquement, mais plutôt de peut-être en venir à des embarquements partiels par secteur. On poursuit. Au niveau des dates d'embarquement, je vous disais tantôt que le comité s'était penché sur aussi l'expérience qu'on avait. Monsieur Harvey a parlé tout à l'heure de faire face au changement climatique. C'est sûrement l'effet des changements climatiques parce que depuis 23 ans qu'on suit l'épaisseur de la glace au bas de l'échelle, vous avez 1994 jusqu'à l'an passé où on est entré quelque part au 20 ou 24 janvier, mais on perd environ une demi-journée par année de saison de pêche. Un petit retour sur l'opération Pesée des cabanes qui s'est déroulée en décembre 2016 puis janvier 2017. On se rappellera qu'il y a 1017 cabanes en 2017 qui étaient sur les 2 sites de la baie. La pesée des cabanes s'est faite de 2 ou 3 façons distinctes, mais ce qu'on a tenu compte dans nos calculs, c'est les seules 130 données qui sont validées, là, qui représentent peut-être 12 à 13 % des cabanes qui ont été pesées. On considère que c'est un échantillon valide pour établir les superficies poids qu'on va vous présenter tout à l'heure. Puis les 130 données proviennent de la seule balance qui était fixe, là, qui était connue, c'est celle du chemin Saint-Jean. Les autres balances artisanales qu'on a essayées lors de l'opération pesée n'ont pas été prises en compte dans ça. Auparavant, l'embarquement complet était possible pour toutes les cabanes, indépendamment de la superficie. On ne parlera pas de poids parce qu'à l'époque, 100 % des cabanes étaient inconnues, mais tout se passait à 12 pouces, 30 cm de glace effective. Le constat des poids mesurés nous oblige cependant à modifier notre ligne de pensée et ainsi faire diligence raisonnable au nom de la sécurité des usagers, mais aussi de vos biens. Les résultats de l'opération Pesée des cabanes de 2017, à gauche, verticalement, ce que vous voyez, c'est des poids en kilogrammes. On pourrait multiplier rapidement par 2,2 pour l'avoir en livres. Au bas, ce que vous avez, c'est la superficie en mètres carrés. On a jusqu'à 20 mètres carrés, ce qui représente à peu près nos plus grandes cabanes, là. Puis la relation, c'est 10,8 pieds carrés par mètre carré. Ça veut dire qu'on passe des cabanes de très petites dimensions jusqu'à 215 pieds carrés. Les 130 cabanes qui ont été pesées l'année passée, les 130 données valides sont représentées sur le graphique. Chacun des points bleus est une cabane. On avait sa superficie, il est embarqué sur la balance, puis les résultats sont là. Ce qu'on a fait, on s'aperçoit qu'il y a comme une tendance. Fait que, en l'absence d'avoir pesé toutes les cabanes, on s'est basé sur cette relation-là pour essayer de voir combien pesait la cabane moyenne. Fait que c'est ça qui a servi à établir la charte superficie-poids. Juste à titre d'exemple, si on se part à peu près au milieu du graphique, le 10 mètres carrés qui représente une cabane de 110-115 pieds carrés, la moyenne qui est représentée par la ligne bleue à peu près au centre, ça donne près de 2900 kg. Ça veut dire près de 4000 livres. On poursuit.
Au niveau de l'opération peser des cabanes, le résultat, c'est que l'établissement puis l'application d'une charte superficie poids, selon les normes en vigueur et en fonction de ces nouveaux intrants-là qu'on connaît seulement depuis cette année, était donc inévitable. L'embarquement, ce qui est recommandé cette année, c'est une charte superficie poids. On a parlé tantôt de la notion de glace effective. On disait qu'à 30 cm, 12 pouces, seront permis d'embarquer les cabanes de moins de 100 pieds carrés. On a établi la relation pouce par pouce. À 13 pouces, on embarque les cabanes de 110 pieds carrés. À 14 pouces, 120 pieds carrés, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne 18 pouces pour permettre l'embarquement des cabanes de plus grande dimension, de plus gros poids, selon la superficie qu'on a. Les raisons de ça, des faits, quand on avait rencontré vos élus de la baie puis le cabinet du maire, ce qui a été convenu, c'est de présenter des faits. Nos calculs puis les recommandations de nos experts de la ville puis ceux de l'externe, nos mandataires, c'est la situation en 2017. C'est l'effet d'un peu tout ce qui a été dit tantôt avec le perçage des trous trop tôt. Tantôt, on parlera des stationnements, du nombre de véhicules sur la glace. C'est des images, des amoncellements de neige derrière les cabanes qui surchargent la glace. Les résultats sont ceux-là. On a compris qu'à un moment donné, il faut limiter, entre autres, la dimension des cabanes. Là, c'est bien certain qu'à partir de cette année, les cabanes de plus de 20 mètres carrés, donc 200 pieds carrés, ne sont pas acceptées. On vous informe aussi que notre service va faire des inspections concernant les conformités, donc l'entretien des cabanes, l'esthétique et surtout les protections environnementales. Mais on a des choses intéressantes aussi. On a travaillé, entre autres, sur une cabane modèle, cabane type. Et ce qu'on vous présente aujourd'hui, ça va être disponible bientôt, entre autres, sur le site Internet. On a, entre autres, évidemment, les plans complets. On a aussi, entre autres, la liste des matériaux. Donc, évidemment, pour les prochaines années, ça serait très intéressant. En tout cas, c'est des gens qui sont intéressés à se construire une cabane. On a, entre autres, là, une proposition à leur faire. On va avoir aussi, entre autres, un modèle type qui va être confié à nos amis, les Contact Nature. Et puis, cette cabane-là va être possible à visiter. Donc, si on continue un petit peu, si on fait rouler les... Donc, on voit un petit peu les propositions qui sont faites. Ce qu'on vous propose, c'est une cabane qui a 8 pieds par 12 pieds, qu'on arrive à peu près à 2000 kg, donc qui pourrait évidemment rentrer facilement là, avec la couverture de 12 pouces de glace. Un élément important, on comprend que, évidemment, il va y avoir une entrée de cabane progressive. Donc, on vous a remis, entre autres, pour un formulaire d'inscription. L'idée en arrière de ça, entre autres, c'est d'émettre un certificat d'enregistrement, un genre comparable à ce qu'on trouve pour une automobile, qui va identifier rapidement la dimension de votre cabane. Il va faciliter aussi les procédures d'embarquement. Donc, on vous conseille à ce moment-là de le remplir, puis à ce moment-là de le présenter lorsque vous allez embarquer sur la glace, et ça va évidemment valider, entre autres, la dimension de votre cabane, et éventuellement aussi si le fait que vous pouvez rentrer ou pas. Donc, et puis éventuellement, durant toute la saison, on va vous rencontrer et on va vous remettre un numéro spécifique d'enregistrement. Il y en a peut-être qui l'ont déjà, ceux qui avaient pesé les cabanes. Et on va remplir, entre autres, un formulaire complet, un genre de, comme vous parlez tantôt, un genre de certificat d'enregistrement qui va vous être remis. Et évidemment, donc à chaque année, vous n'aurez pas à faire peser, vous n'aurez pas à faire mesurer. Donc, c'est le certificat à ce moment-là qui va faire foi, entre autres, là, des caractéristiques de votre cabane. Alors, je commence la présentation en vous rappelant les règles de base de stationnement. Une des premières, c'est avoir l'espace d'un véhicule entre chaque auto stationnée. Alors, la photo que vous voyez, c'est le non-respect de la règle, évidemment, parce qu'on est stationné comme dans une rue normale. Changer. La deuxième règle, c'est une cabane qui doit être stationnée par... pas une cabane, un véhicule doit être stationné par cabane. Alors, encore une fois, c'est une photo de ce qu'il ne faut pas faire. Ici, on voit trois véhicules avec une cabane. Alors, c'est des situations qu'on a vécues plusieurs fois. On a averti plusieurs fois l'année passée, en 2017. Alors, compte tenu des nouveaux calculs que Luc Côté nous a parlé au niveau des charges sur les glaces et les mauvaises pratiques au niveau des véhicules et des stationnements, on se doit pour 2018 de prendre des mesures pour diminuer le nombre de véhicules aussi sur les glaces. Une des premières mesures, c'est au niveau des vignettes d'accès
saisonnier, de la façon qu'on va procéder, bien, comme Diane vous l'a dit tout à l'heure, on maintient une vignette principale remise à chaque propriétaire de cabane. Pour les espaces à poissons de fond seulement, il sera autorisé d'avoir une deuxième vignette. Le coût est identique à 20 $. Cette vignette-là, elle appartient au propriétaire. C'est lui de la cabane qui va pouvoir se la procurer. S'il décide de ne pas la prendre, elle ne sera pas vendue, elle va rester au dossier du propriétaire. La vignette sera aussi accessible seulement pour le village ou l'endroit où elle a été achetée. Donc, on peut comprendre qu'il n'y a pas de vignette saisonnière qui va pouvoir se vendre autrement que pour un propriétaire de cabane. Le stationnement permis, selon les plans, la prochaine diapo va nous les montrer. Donc, c'est une voiture sur le terrain pour toutes les parties du village et dans la partie des poissons de fond, il pourra avoir une deuxième voiture en face de la cabane. Donc, évidemment, la collaboration de tous va être demandée. Un exemple de covoiturage va être évidemment fortement recommandé. Donc, ici, ici, c'est un exemple de stationnement dans le poisson de fond qui est à peu près la même que l'année passée. Donc, un véhicule pourra se stationner devant une cabane, puis on va avoir des espaces aménagés, comme on vous dit, un véhicule, un espace libre, un véhicule. Il va y avoir aussi des voies piétonnières, puis les véhicules vont pouvoir stationner, circuler ici. L'autre diapositive, c'est pour les perlants. Alors, les perlants, que ce soit dans le village de Grande-Baie ou en Saint-Benjamin, seulement un véhicule en avant de la cabane va être autorisé. Donc, on a les voies de circulation dans le milieu. Au niveau de l'accès des vignettes journalières, le coût reste identique, soit 5 $ par vignette, mais elles seront disponibles en nombre limité. Donc, un maximum de 112 véhicules va être permis par jour à Grande-Baie et 92 véhicules à L'Anse-à-Benjamin. Il faut savoir que ces stationnements-là, ça va être réparti. Donc, à Grande-Baie, on aura 9 stationnements répartis sur l'ensemble du site. À L'Anse-à-Benjamin, 7, pour essayer d'avoir un service équitable. Les stationnements permis selon les espaces prévus, là, tantôt, je vais vous montrer la diapositive, là, mais les gens on va vous donner une vignette, vous allez devoir la mettre sur votre véhicule et à la fin de la journée, vous la redonnez, puis ainsi de suite. Donc, l'accès, cependant, va être illimité pour tous les gens à pied, à vélo, à pied, en VTT ou en motoneige. Des vignettes temporaires vont être aussi disponibles pour les commerces parce qu'on comprend qu'un livreur de pizza, on ne l'empêchera pas de rentrer pour aller porter la pizza, mais il va devoir ressortir évidemment rapidement. Alors, l'exemple de vignette d'accès journalier, c'est ça va être 8,5, 5,5 que vous allez devoir installer en vue sur votre pare-brise. D'un côté, vous avez le stationnement auquel vous êtes attribué. Donc, vous voyez ici, c'est le site de Grande-Baie. Ça, c'est le stationnement numéro 1. Donc, si vous avez une vignette numéro 1, vous allez devoir vous stationner à cet endroit-là et non prendre un autre des stationnements. Afin d'aider l'accès aux motoneiges et aux VTT, la Ville va entretenir des stationnements hors glace. Donc, les gens vont pouvoir se stationner. On va aménager un stationnement aux abords de la rivière AA qui se trouve à être entre le chemin Saint-Jean et la rivière AA jusqu'au pont. Puis, il y a évidemment le stationnement déjà existant à L'Anse-à-Benjamin. Pour ces 2 stationnements, la Ville va installer des rampes d'accès pour les motoneiges et les VTT pour les 2 villages. La diapo suivante, on voit un petit peu le plan. C'est sûr que c'est très petit là, de loin, là, mais pour Grande-Baie, on voit l'espace de stationnement qu'on va laisser accessible. Ici, en orangé, vous voyez, c'est l'entrée des véhicules pour le village. Et en vert, c'est l'entrée accessible en motoneige. Donc, les gens qui se stationnent ici vont pouvoir utiliser le sentier déjà existant de motoneige jusqu'à l'accommodation des 21 et pouvoir rentrer par ici. Puis, à L'Anse-à-Benjamin, c'est un peu le même principe. Les gens vont pouvoir se stationner et entrer dans les entrées de motoneige.
Ce que je viens de vous présenter, c'est le scénario qui sera en vigueur jusqu'à l'entrée complète des cabanes, donc jusqu'à 18 pouces de glace effective. Par la suite, durant la saison, si le couvert de glace continue d'épaissir, il va y avoir des réajustements, puis il est possible qu'on ajoute de nouveaux stationnements. Mais jusqu'à 18 pouces, c'est vraiment ce que je vous ai présenté au préalable. S'il y a des changements au niveau des stationnements au fil de la saison, la Ville va utiliser les outils de communication présentés plus tôt pour vous en informer. Bonsoir tout le monde. Au niveau de la responsabilité du service incendie, dans le cadre des mesures d'urgence, la responsabilité du gestionnaire, c'est d'avoir un plan de mesures d'urgence, être capable d'intervenir rapidement s'il arriverait une problématique. Ceux qui étaient là en 2011, ça rappelle la problématique au niveau de la fissure. Donc, c'était quoi qu'on a dû réagir rapidement. Donc, le gestionnaire, le mandataire, a des outils pour répondre à cette situation-là. Au niveau des usagers, bien, vous avez une part à faire là-dedans aussi, que s'il arrive quelque chose que ce soit, de signaler au mandataire, vous allez avoir à guérir de toute problématique qui peut arriver. De ne pas essayer de la cacher ou de dire oh, « on met de la neige et ça ne paraîtra pas ». Non, plutôt qu'on va le savoir, mieux on va pouvoir intervenir, puis on va éviter des situations où on va devoir évacuer en urgence. Au niveau de la réglementation, on dit que chaque cabane à pêche devra être munie d'un extincteur portatif à poudre abaissée de maximum de 5 litres. Bien, à chaque année, on a des cabanes, une ou deux cabanes qui passent au feu. Donc, le risque est là. Si on compare au niveau des bâtiments de la Ville, bien, on est à un pourcentage qui est assez élevé, étant donné la quantité et la période qu'on est actif. Donc, un feu par année, c'est quand même assez important. Et c'est pour votre sécurité aussi. Et protéger vos biens s'il arrive quelque chose. Qui est bien sûr, quand il y a un incendie, si votre cabane brûle, mais après, il faut vous la ramasser aussi. Ça peut éviter bien des problèmes au niveau de l'environnement. Au niveau des produits, des matières dangereuses, il n'y a pas de changement. Les quantités permises, 25 litres d'essence, 50 litres d'huile à chauffage, 1000 litres de propane par cabane. C'est les mêmes quantités qu'on avait avant. Et ça, on respecte. Au niveau des 100 litres de propane, bien important qu'ils soient bien attachés après votre cabane pour pas qu'il y ait un risque de chute, de tomber, qu'un conduit se brise à ce moment-là. On dit que cette année encore, des visites vont être faites, aléatoires ou une journée, on est terminé. Donc, on va faire le tour pour vérifier vos cabanes. Ce qui est changement cette année, on dit que toute cabane à pêche, toute cabane où l'on dort doit être munie d'un avertisseur de monoxyde de carbone si elle est munie d'un appareil à combustible. C'est sûr, soit le propane, soit le chauffage à l'huile. Donc, c'est des risques de monoxyde de carbone. Ceux qui dorment dans le cabane, on a fait de l'inspection depuis plusieurs années, on voit qu'il y en a qui ont des lits. Donc, on considère que vous dormez là et l'obligation va être faite d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone et un détecteur de fumée. Et on a fait des constatations depuis quelques années qu'on en a pas mal qui sont dans ces cas-là et il n'y aura pas de délai pour l'application. Si vous faites pogner, si vous n'avez pas cette sécurité-là, bien, c'est le minimum. Vous avez des installations qui sont au froid, qui sont assez, des fois, plus ou moins conformes. Vous êtes dans un bâtiment qui est très petit. Le monoxyde de carbone, on ne le sent pas, CO2. Donc, ça va aller très vite s'il y a une défectuosité de votre système. Donc, on ne prend pas de chance. On installe si vous avez des lits. Quand même que vous me dites que vous ne dormez pas là, si nos inspecteurs voient un lit, voient qu'il y a une place pour coucher, bien, ça va être immédiatement. Ça peut aller avec un constat. C'est pour votre sécurité, très important. Au niveau des appareils au propane, les bonbonnes de propane, c'est bien sûr, s'il y a un incendie de cabane, puis il était alimenté au propane avec une bonbonne, bien, on évacue. On parle de distance de 4 cabanes minimum. On s'éloigne. Mais avec la bonbonne pète, bien, ça va être très dangereux. Au niveau des réservoirs à l'huile, on a eu un déversement l'année passée,
Des mineurs ensuite, on a eu un qui était un petit peu plus important au niveau d'une cabane, une conduite qui avait, au niveau d'un réservoir qui avait mal été avec le mouvement de la glace, tout ça. Donc, on avait eu un déversement au niveau de la rivière Saguenay, de la baie. Donc, on vous demande d'avoir un bassin de rétention pour récupérer s'il arrive un déversement. C'est une obligation. On va surveiller ça cette année. On a vécu quoi l'année passée qu'on ne voudrait pas revivre, parce que l'environnement, ça peut être de quoi s'il arrive trop des problématiques qu'on ait une interdiction de chauffage à l'huile. Et bien sûr, on dit aussi, vérifiez vos branchements. C'est au même titre qu'un pot de propane, un pot de barbecue qu'on sort au printemps, mais assurez-vous que vos contacts, vos joints soient bien étanches pour ne pas avoir de déversement. Et bien sûr, au niveau des feux, ça demeure toujours interdit, peu importe le feu que vous allez faire à l'extérieur de votre cabane. C'est une question de sécurité pour la glace et c'est une question d'environnement aussi. On donne des permis spéciaux lors d'activités, pas pour les cabanes, mais pour les associations de Contact Nature, quand ils font des activités spéciales. Ils vont venir nous voir pour avoir une permission spéciale pour faire un feu. Mais c'est sûr, c'est encadré et les conditions sont assez sévères pour qu'il y ait de problèmes là-dedans. Merci. Bonsoir tout le monde. Ça fait 4 ou 5 années que je supervise des policiers assignés sur la pêche blanche pendant toute la durée de la saison. Je dois vous dire que ça s'est quand même bien déroulé. Et ce soir, vous avez entendu un mot que j'appelle un mot magique qui s'appelle sécurité. Il n'y a pas de prix pour la sécurité. Votre sécurité nous tient vraiment à cœur. Donc, c'est la base de notre travail. Je vais vous dire un petit peu comment ça a fonctionné les années antérieures et comment ça va fonctionner cette année. C'est clair qu'on veut que l'activité se déroule en toute sécurité et en toute quiétude. Qu'est-ce que ça veut dire? Sécurité fait référence au respect de la réglementation municipale et provinciale. Provinciale, c'est le Code de sécurité routière. Je fais référence, entre autres, à certains utilisateurs qui se stationnent sur le boulevard Grande-Baie-Sud, qui est une route provinciale, 90 km/h, où c'est strictement interdit. C'est très périlleux pour les occupants d'un véhicule qui sortent et qui traversent le boulevard Grande-Baie-Sud pour entrer sur le site. Donc, on a fait de la sensibilisation, de l'information, et on a agi de façon répressive l'an passé et l'année d'avant. Et ça sera également le cas cette année. Question de sécurité. C'est un exemple. Un exemple également au niveau paye bon ordre. Ça se passe surtout en soirée et quelquefois durant la nuit. L'inquiétude des utilisateurs, c'est important. Donc, au niveau du troubler la paie, il y a des règlements qui existent et nos policiers sont là pour les appliquer. C'est clair également que la police, comme je dis souvent, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire seul. On le fait en partenariat avec les gens qui sont assis autour de la table. Principal partenaire Contact Nature, et je dirais avant tout, Ville de Saguenay. Tous mes collègues sont assis autour de la table. Je ne vous cacherai pas qu'à toutes les fins de semaine, les interventions policières, je passe dessus. C'est pas compliqué, c'est ça. À tous les lundis matins, on fait un retour sur la fin de semaine et on apporte les correctifs nécessaires avec les différents partenaires. C'est important pour moi de vous dire comment ça se passe. On veut être tout simplement présent. De quelle façon? 2 policiers assignés de vendredi à dimanche soir. Et il ne faut surtout pas oublier les patrouilles du secteur Grande-Baie. Donc, en dehors des patrouilleurs assignés strictement pêche blanche, il y a toujours des patrouilleurs du secteur à Grande-Baie qui ont comme préoccupation le bon déroulement de l'activité sur les glaces. Donc, ils gardent en mémoire qu'il y a des cabanes, qu'il y a des activités et qu'ils veillent à votre sécurité en appliquant la réglementation. La nature des comportements, je dirais, répréhensibles constatés dans les dernières années, je fais référence au stationnement en bordure Grande-Baie, comme je vous ai mentionné. Les usagers qui circulent en VTT ou en motoneige, donc le respect de la réglementation au niveau du port du casque, par exemple. Souvent, il y a des traînes en arrière et les familles se déplacent avec des jeunes enfants qui ne sont pas munis de casque. Je vous invite fortement à consulter la réglementation et je vous invite également à la respecter. Parmi mes partenaires également, il y a mes collègues de travail qui travaillent en motoneige ou en VTT.
qui vont être présents aux principales activités et qui vont faire des présences sporadiques également pendant la semaine et la fin de semaine. On ne jouera pas à la cachette avec vous, je vous donne leur jeu, je me le permets. C'est une belle activité communautaire, c'est très important, c'est la plus importante, je pense, durant l'hiver. Et on a comme préoccupation le bon déroulement de l'activité. Je vous souhaite une excellente saison. N'ayez crainte, si vous avez des questionnements, vous en ferez part et on tentera de trouver les réponses. On travaille en transparence et en étroite collaboration, tous ensemble ici ce soir et pour la prochaine saison. Bonne soirée à tous.